Rétro Hebdo. Salut et bienvenue dans cette Rétro Hebdo. Au cours de cette semaine, la Chambre des bases du Parlement a analysé et adopté le projet de loi révisé portant fixation du budget général de l'État exercice 2024-2025, mais aussi le Parlement a fait un commentaire sur l'octroi par le gouvernement du Burundi à la société minière Sotrevo Mining Company Limited du permis d'exploitation du nickel en province Kirundo. En province de Kayanza, plus de 30 fonctionnaires qui ont déserté pendant les 6 derniers mois de l'année ont été rapportés dans cette province. Dans cette rétro également, nous revenons sur les explications fournies par le chef de l'État sur les causes de la pénurie du carburant dont souffre le pays depuis un bout de temps. Voilà pour l'essentiel de cette rétro hebdo. Rétro Hebdo. Une année après l'attaque perpétrée le 22 décembre 2023 sur la colline Vugizo, en zone également de la province de Bujumbura par des hommes armés, des résidents de cette colline éprouvent encore de la peur quand ils se rappellent des faits, bien que la sécurité a été depuis lors renforcée. Roselyne Mounezir. Ces résidents de la localité informent qu'actuellement, la sécurité a, après l'attaque, été renforcée de la célébration des fêtes de fin d'année dans la quiétude. Nous sommes tranquilles car on a augmenté les effectifs des agents de sécurité. Lors de cette attaque, ils étaient 6 seulement. Nous tous, en tant que résidents d'ici, y compris les victimes, nous nous sentons en sécurité dans ces fêtes de fin d'année, car on a renforcé les agents de sécurité qui font des patrouilles pendant la nuit. Toutefois, certains éprouvent encore la peur quand ils se rappellent des faits de la nuit du 22 décembre 2023. Nous sommes tranquilles, mais des fois, quand nous nous rappelons des faits, nous éprouvons de la peur en craignant que ça va se reproduire. Ainsi, les rescapés de cette attaque se réjouissent quand même que le gouvernement avait pris supporter des soins de santé, mais ils plaident pour la construction de leurs maisons saccagées lors de cette attaque. Je demande à l'État de m'aider en réhabilitant ma maison qui a été brûlée lors de cette attaque, car aujourd'hui je n'ai rien. Je me suis trouvée entre les morts. Vraiment, il faut que l'État ait cette amabilité de m'aider. Le chef de colline Vugizo, Bonaventure Minani, lui aussi abondant dans le même sens, bien qu'il y a ceux qui vivent encore la peur au ventre quand ils se rappellent des faits. 20 personnes, dont 19 civils, ont été tuées lors de cette attaque, revendiquée par le groupe rebelle Red Tabara, a annoncé le gouvernement le 23 décembre de l'année dernière, lors des cérémonies de l'inhumation. Le 26 décembre de cette même année, le gouvernement avait promis de mener des enquêtes pour identifier les auteurs de cette attaque. Ses habitants disent ignorer où les autorités en sont avec ces enquêtes. Roselyne Mounezir, une centaine d'enfants dont l'âge est compris entre 12 et 17 ans, originaires de différentes provinces, a été enregistré par le centre Humura de Gitega dans une période d'environ une année. Il s'agit des enfants qui ont regagné le pays en provenance de la Tanzanie. Les associations militantes pour les droits de l'enfant déplorent les traitements inhumains dont subissent ces enfants en Tanzanie par les instances de sécurité avant leur renvoi dans le pays. Anissé Nangouvou depuis Gitega. Une centaine de victimes d'un fléau appelé, selon certains, traite des enfants sont déjà enregistrées dans le lieu de transit situé au centre Humura de prise en charge globale des victimes de violences basées sur le genre de Gitega dans une période de près d'une année. Ces enfants sont arrachés de leur famille par des adultes et les conduisent ainsi jusqu'en Tanzanie où ils effectuent divers travaux champêtres, comme le font savoir certains de ces jeunes garçons. Des personnes adultes œuvrant habituellement en Tanzanie leur disent que dans ce pays voisin, ils y gagneront de l'argent et mèneront enfin la Dolce Vita pour enfin réaliser leur rêve. Arrivés à destination en Tanzanie, plus d'un parmi eux vivent le calvaire, souvent victimes de divers traitements inhumains et dégradants, parfois fouettés avec des traumatismes multiples et multiformes. Ils indiquent que des agents tanzaniens appelés à la
Game les traquent partout et lorsqu'ils les attrapent, ils sont directement conduits dans des cachots où ils ne sont même pas nourris avant de les remettre aux autorités burundaises sur la frontière burundo-tanzanienne où souvent ils reviennent dépouillés de tout ce dont ils disposaient. Un jeune garçon de 15 ans, originaire de la commune de Bugendana dans la province de Gitega, qui dit qu'il étudiait en 6e année, témoigne qu'après 4 mois de dur labeur en Tanzanie, il est rentré bredouille sans avoir été jamais payé. Il signale qu'il ne retournera pas dans ce pays et projette orienter sa vie sur place dans son pays natal. Un autre de 14 ans, natif de la commune Marangara en province Ngozi, suite aux traitements horribles dont ont été victimes ses confrères dans cette aventure, annonce qu'il compte reprendre le chemin de l'école. Dr Alida Manalio, coordinatrice du centre Umura de prise en charge globale des victimes et des violences basées sur le genre, indique que suite au traumatisme qu'ont subi certains d'entre eux, une psychoéducation leur est donnée avant d'être réintégrés dans les communautés respectives. Quant à Ndouayo Grégoire, coordinateur de la FENADEB à Gitega, il souligne que ces enfants ont l'âge compris entre 12 et 17 ans et proviennent particulièrement des provinces Gitega, Ngozi, Kayanza et Karosi. Anissé Nagouvo, Gitega, Radio Indun Culture. Au cours de cette semaine, les chrétiens du monde entier ont célébré la fête de Noël. Certains Burundais n'ont pas célébré cette fête comme ils le souhaitaient suite à la cherté de certaines denrées alimentaires. D'autres n'ont pas pu célébrer cette fête dans leurs familles respectives suite à la montée du ticket de transport de Bujumbura vers d'autres provinces du pays. Odilon Hejimana s'est par exemple rendu au parking de Kotebu en zone Ngagara de la commune urbaine de Nahangwa pour le constat. Voici son reportage. Pendant environ les 3 heures que nous avons passé sur les différents parkings desservant à l'intérieur du pays, tout près du marché de Kotebu à mairie de Bujumbura, notre constat est que seul le parking où on peut trouver des bus et des voitures en abondance est celui de Chibitoke. Sur d'autres parkings, le transport devient casse-tête. Des passagers rencontrés sur place font savoir que 2 jours viennent de s'écouler en se rendant sur le lieu sans trouver aucun bus. J'étais venu depuis hier vers 10h et je suis venu de nouveau aujourd'hui à 9h à la recherche d'un véhicule de transport en vain. Chaque bus que je vais prendre, on me dit que toutes les places sont occupées. Voilà la voiture qui va traverser le centre Gatabo, mais le conducteur m'a dit qu'il n'y a aucune place alors qu'il vient d'arriver. Comment puis-je faire? D'autres interlocuteurs rencontrés vers midi de ce mercredi affirmaient qu'ils attendent des bus depuis très tôt le matin. J'attends le bus depuis 7 heures. Peut-être que les chauffeurs ont caché les véhicules. Tous ces passagers vont vers d'autres provinces. Nous avons approché certaines agences de transport. Des agents précisent que les véhicules disponibles sont ceux qui vont dans les provinces éloignées de la ville de Bujumbura. Nous avons tenté de savoir le coût de transport pour celui qui va à la capitale politique Gitega. Ces agents précisent que le prix du ticket fixé à 20 000 francs correspond à celui du chef-lieu de la province de Muyinga. Et notre constat est que sur ces différents parkings desservant l'intérieur du pays, monter dans un véhicule se fait clandestinement. Une sexagénaire rencontrée qui attend la voiture pour aller vers le chef-lieu de la province Moravia ne comprend pas la situation qui s'aggrave de plus en plus dans le secteur de transport. Avoir un bus se fait de façon clandestine. Tout véhicule qui passe ici, leurs places sont occupées. Je ne sais pas si on donne des pots de vin. C'est ce que j'ai constaté depuis hier. Ces passagers appellent à une intervention urgente des autorités pour soulager ce secteur déjà en difficulté. Il faut d'abord que le gouvernement envisage comment faire pour importer la quantité suffisante du carburant ou bien adopter la nouvelle technologie de l'utilisation des voitures électriques si c'est possible. Selon des propos recueillis sur ces différents parkings desservant l'intérieur du pays, tout près du marché de Kotebu à mairie de Bujumbura, le prix de transport a été augmenté, voire même au triple. C'est notamment le prix pour le trajet Bujumbura-Ngozi, fixé à environ 50 000 francs. Et sous la pénurie du carburant, qui est considérée comme la principale cause de la situation, le chef de l'État Évariste Ndayishimiye a, au cours de l'émission publique de ce vendredi, signifié que cette pénurie est due au fait que le Burundi
n'a jamais eu la politique nationale de gestion des produits pétroliers, n'est-ce pas Nolis Ndouiman? La conjoncture économique du moment a dominé les échanges au cours de cette conférence publique. Les intervenants ont tour à tour montré leurs inquiétudes face aux conditions de vie qui s'empirent du jour le jour à travers le pays. Et le chef de l'État Évariste Ndayishimiye a parlé d'un combat d'ire ou tout simplement une équation à plusieurs inconnus, aussi longtemps que dans le rang des dignitaires publics se cachent des saboteurs des initiatives publiques. À la problématique de la pénurie récurrente des produits pétroliers qui tend à être endémique, le chef de l'État n'a pas mâché les mots. Rien n'est encore possible si le pays se cherche toujours en matière de politique claire dans la gestion de cette denrée, dont la carence entraîne souvent la montée en flèche des autres produits les plus nécessités. Cela étant, le gouvernement burundais confirme toujours la rareté de devises pour l'importation de ces mêmes produits et au numéro 1 de l'exécutif de demander un concours multisectoriel. Les cas de corruption rapportés au sein de l'administration publique ici et là ne rassurent non plus pour le combat cité, quoique le président de la République ait de nouveau déclaré tolérance zéro aux fonctionnaires défaillants susceptibles d'être démis de leurs fonctions à partir de l'année prochaine. Un délai de 100 jours a été donné à ceux-là qui n'auront pas présenté les programmes d'activité bénéfiques pour la population. Un grand accent a été mis au ministère en charge de l'Intérieur et celui ayant le commerce dans ses attributions pour la régulation et faire respecter les prix officiels des produits de première nécessité. Agriculture à présent. La Confédération nationale des associations des théiculteurs a déploré le désintéressement des producteurs du thé à travers le pays avec plusieurs défis qui hantent le secteur. Après la déclaration par l'Office du thé du Bondi d'une perte de près de 2 millions de dollars et pour satisfaire les théiculteurs, le ministère de l'Agriculture a, jeudi de cette semaine en province de Kayanza, annoncé qu'il compte voir comment majorer le prix du thé ainsi que le paiement des arriérés sur les primes de théiculteurs. On fait le point avec Jean Nahiman. Au moment où Dodico Prosper, le ministre ayant le secteur de l'agriculture dans ses attributions, était ce jeudi en visite en commune Kawarore, plus précisément sur la colline Nyamisagara, les habitants de la localité lui ont exposé toutes leurs doléances liées à la culture du thé et surtout celles relatives au prix par kilo des feuilles vertes, jugées modiques par les théiculteurs. Le ministre leur a répondu que leurs revendications sont fondées et a précisé qu'il a pris la question en main, notamment d'abord le problème lié aux camions de l'OTB qui, ces derniers temps, ne se rendaient pas sur terrain pour l'assemblage du thé cueilli dans les plantations villageoises. Ensuite, il a promis que les primes non perçues durant les 2 années passées seront déjà débloquées avant janvier 2025. Une prime destinée à tous les théiculteurs du pays et le montant total étant de 4,651 milliards, a toujours précisé le ministre Dodico Prosper. Il a fait remarquer que désormais le gouvernement va bientôt voir comment revoir à la hausse le prix du thé par kilo des feuilles vertes afin d'encourager davantage le théiculteur. À cette occasion, le ministre a invité les théiculteurs à s'intéresser davantage à cette culture industrielle et en a de surcroît profité pour leur interdire de détruire de nouveau les champs théicoles. À cet effet, il a exhorté les administratifs et les forces de l'ordre à appréhender tous les fautifs et leur infliger des mesures coercitives. Signalons tout compte fait que la population dit avoir bien accueilli le message du ministre et émet le souhait selon lequel il faudrait mettre le prix par kilo de feuilles vertes à 1000 francs. Depuis Kayanza, Jean Naïman pour la radio Indoundi Culture. Le Conseil des ministres qui s'est réuni le lundi de cette semaine en séance extraordinaire a adopté un projet de décret portant octroi d'un permis d'exploitation minière et des minerais associés dans le périmètre de Mourehe, en commune Boussoni de la province de Kirundo, pour maximiser les revenus du secteur minier, a expliqué le communiqué du compte rendu des conseils des ministres et des parlementaires ont toutefois critiqué la part dont bénéficiera l'État, jetant Iratuzi. À l'orchestre Evo Mining Company Limited qui va exploiter les mines de castérite, corombo, tantalite et les minéraux associés aura 80% des recettes totales du projet, tandis que l'État burundais aura 20%. Ce dernier pourcentage qui ira dans le trésor de l'État est jugé de très dérisoire par des députés comme Efrazi Mutezinga. Je lis le contrat en matière d'exploitation de ces minerais. L'État a seulement 20% et la société 80%. Puisque c'est ici que l'État espérait plus de recettes.
Moi, je trouve que les 20% sont très peu. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres sociétés qui accepteraient le meilleur contrat? Le projet est jugé de moins producteur pour le compte du trésor public par des députés comme Pamphile Maraïka, alors que c'est l'État burundais qui va financer les travaux d'exploitation de ces minerais à hauteur de plus de 24 milliards de francs burundais. La population refinance les travaux d'exploitation de ces minerais à plus de 24 milliards. C'est paradoxal alors qu'on espérait le résultat direct. Le ministre du Budget Nestor Naonouye est convaincu que le projet n'apportera pas à l'État burundais seulement 20% vu le contrat qui lie Revo Mining Company Limited et le Burundi. Ce n'est pas seulement 20%. Vous le remarquerez dans le décret qui va bientôt être sorti. Dans ces 80%, l'État aura aussi une part, comme cela figure dans le contrat. Le Conseil des ministres extraordinaire qui s'est penché sur l'analyse de ce contrat a conclu que, à part les 20% des recettes totales du projet que l'État burundais va bénéficier, parmi les 80% qui reviendront à la société sera déduite des frais d'amortissement. Au moins 12 700 000 tonnes de minerais seront exploitées à Murehe dans la province de Kirundo, selon les études de Strevo Mining Company Limited. Et plus d'une trentaine de fonctionnaires ont abandonné le service pendant les 6 derniers mois de cette année en province Kayanza. Certains de ces fonctionnaires sont des enseignants et ceux du personnel soignant, Jean Nahimana, depuis Kayanza. Au cours de cette séance, Juvenal Mboniangouye, le directeur de la province scolaire de Kayanza, et Dr Pascal Nyonzima, le chargé du secteur de santé dans cette même province, ont fait remarquer qu'il s'observe actuellement un mouvement de départ et parfois de désertion de certains membres du personnel relevant de tous les deux domaines. À ce propos, Dr Pascal Nyonzima a précisé qu'au cours de ces derniers mois, le district sanitaire de Kayanza a enregistré 13 cas de médecins qui sont partis, dont 12 de l'hôpital de référence de Kayanza, de même que le médecin directeur de l'hôpital communal de Muruta. Dans pareil cas, a indiqué Dr Pascal Nyonzima, certaines des tâches qu'accomplissaient les médecins partis sont désormais faites par des médecins stagiaires en attendant l'affectation de nouveaux médecins dans ces structures de soins. Quant à Juvenal Mboniangouye, le directeur de la province scolaire de Kayanza, il a fait savoir qu'au premier trimestre de cette année en cours, il a déjà signé 15 lettres de demande de suspension des traitements des enseignants déserteurs. C'est au moment où, au cours de l'année scolaire 2023-2024, il a été signalé 44 cas d'enseignants ayant déserté le service. Juvenal Mboniangouye trouve que cette situation constitue une entrave pour la bonne marche des activités. Grave encore, a-t-il ajouté, c'est le fait que le ministère de tutelle prévoit affecter au cours de cette année scolaire en province Kayanza uniquement 54 nouveaux enseignants au moment où cette province scolaire accuse un manque de 910 enseignants. Ce responsable scolaire a dit que dans pareille situation, les écoles sont dans la contrainte d'utiliser des enseignants bénévoles. De tout ce qui précède, Dr Pascal Nyonzima et Juvenal Mboniangouye demandent tous au gouvernement de prendre la situation en main afin d'y apporter une solution durable et ce, pour la bonne marche des activités. Depuis Kayanza, Jean Eyman pour la radio Indound Culture. Le ministère de la Santé publique a au cours de cette semaine annoncé l'état des lieux de la maladie de variole du singe au Burundi depuis son apparition en juillet de l'année en cours jusqu'au mois de décembre. Le secrétaire permanent au sein de ce ministère, Olivier Nijimbere, a indiqué que plus de 2800 cas positifs étaient jusqu'à l'année de cette semaine enregistrés. Suivez Olivier Nijimbere. Aujourd'hui, avec la maladie Mpox, depuis que cette maladie a été déclarée comme une épidémie au Burundi, jusqu'à la date du 21 décembre 2024, nous avons déjà enregistré 2858 cas positifs à Mpox. Et aujourd'hui, jusqu'à la date du 21 décembre, nous avons encore 284 cas qui sont toujours prise en charge dans un milieu hospitalier. À travers les données de surveillance au niveau continental et même au niveau du Burundi, nous avons constaté que la souche qui circule au Burundi est une souche qui est semblable à la souche 1B qui circule en République démocratique du Congo. Et c'est une souche qui est également sexuellement transmissible. Nous avons également
également fait des analyses au niveau du laboratoire de l'INSP et constaté qu'aujourd'hui, même si au départ la maladie touchait beaucoup plus les enfants de moins de 15 ans, et nous constatons aujourd'hui que les adultes, surtout les adultes sexuellement actifs entre 20 et 30 ans, sont également les plus touchés. Et la plupart des personnes sont surtout des professionnels de sexe. Donc nous demandons à ce que toute la population adopte des mesures préventives, qu'ils évitent les rapports sexuels. Et nous demandons à la population de changer de comportement, que dans le cadre de la gestion des urgences, il faut mettre en avant les mesures préventives. Dans les mesures préventives, il faut que tout le monde soit sensibilisé, change de comportement, change de mentalité. Dans les mesures qui sont chaque fois communiquées, recommandées par les plus hautes autorités, que ce soit au niveau administratif et même au niveau du secteur de la santé. Voilà, c'était le secrétaire permanent au sein du ministère de la Santé publique, Olivier Nijimber. Et c'est la fin de cette Rétro Hebdo. Merci de l'avoir suivi.